Alors, bienvenue. Comme Claudine disait, je suis donc Richard Robitaille, professeur au département de neurosciences à l'Université de Montréal et je suis membre du comité d'administration, du conseil d'administration de SLA Québec. L'idée de la rencontre d'aujourd'hui, pour ceux qui ont assisté ou participé aux séances de questions-réponses qui sont jumelées à l'Assemblée générale en février. C'est un format réduit, plus court, moins élaboré. Et l'idée vraiment est sortie de vos commentaires dans les diverses rencontres que vous avez avec la société, où vous avez manifesté votre intérêt d'avoir un suivi sur ce qui se passe dans la recherche, les essais cliniques, etc. L'autre aspect, donc c'est en réponse à ça. L'autre aspect, bien sûr, c'est le mois de la SLA, les marches ce week-end. Et bien sûr, on est dans une situation vraiment particulière avec cette pandémie, la COVID-19, etc. Et les marches sont extrêmement importantes pour le financement des sociétés, mais aussi le financement de la recherche. Et un des points, c'est de bien vous montrer, de faire valoir que on n'a pas arrêté, on n'a pas ralenti. Les essais cliniques vont pleine vapeur. La recherche n'a pas ralenti non plus. Les projets sont en route. Et donc, c'est plus justifié que jamais de contribuer aux marches pour supporter les activités de recherche sur la SLA. Alors voilà. Alors sans plus tarder, je vais vous présenter nos trois panélistes qui ont très gentiment accepté de participer et qui donnent de leur temps pour ça. Alors on a avec nous Dr. Angela Gange de la clinique du MNI. On a Dr. Geneviève Matt de la clinique SLA du CHUM. Et on a aussi Dr. David Taylor qui est le vice-président recherche à SLA Canada. Alors, bienvenue à tous, welcome everyone. Alors, un gros merci d'être avec nous. C'est vraiment très, très apprécié. Alors, un peu le déroulement de l'heure qui suit. Ce que je vous propose avec nos collègues participants à notre panel, c'est Dr. Matt, Dr. Gange. Je ne sais pas dans quel ordre vous allez aller. Vous allez voir, c'est un peu naturel comme organisation. C'est pas très rigide. Vont discuter, vont présenter des avancées dans les essais cliniques et faire le tour de la question. Dr. Taylor, ce midi, sur un webinaire de SLA Canada, a fait vraiment un tour vraiment complet. Une excellente présentation. C'est vraiment pour vous donner vous mettre en termes de recherche clinique, vont plein de vapeur, il y a plein de choses qui se passent. Par la suite, Dr. Taylor va faire un bref survol de l'avancée dans la recherche que je vais essayer de traduire en français par la suite. Et on pourra prendre vos questions par la suite. Donc, on va se garder du temps pour tout ça. Et pour les questions, vous pouvez soit les formuler directement sur le chat, sur la conversation. Alors, dans le bas de votre écran, là, vous avez un petit onglet qui s'appelle « Converser ». Vous pourriez tout simplement écrire vos questions là et Elisabeth et moi allons faire le suivi ou tout simplement les formuler oralement par la suite. Alors, si ça vous va, on pourrait tout simplement commencer comme ça. Et puis, en espérant que ça puisse répondre à vos questions. Et il y a eu des questions en passant aussi qui ont été formulées d'emblée lorsque les gens s'inscrivaient. Donc, les questions devraient être adressées, répondues déjà dans les premières présentations. Alors, sans plus tarder, commençons. Alors, Geneviève, Angela, I don't know which one will start. Ben, j'ai pas de diapo, donc ça risque d'être court. OK, allons-y. Donc, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente de vous voir si nombreux, là, malgré qu'il fasse si beau et qu'on ait un peu plus de liberté pour sortir dehors. Donc, c'est ça, juste pour vous laisser savoir, nos cliniques SLA ont toujours été disponibles et ouvertes tout au long de la pandémie. Au CHUM, on a adopté la télésanté
à grande échelle et ça va demeurer pour rester à vos côtés là, tant que la suivre jusqu'à ce que malheureusement peut-être la maladie vous emporte, mais le but c'est d'être présent auprès de vous. Donc, malgré la pandémie, c'est un de mes rêves qui s'est réalisé. Ensuite, ben, juste savoir que la recherche a continué, donc des tas de projets avec nos chercheurs de base qui étaient hors de le laboratoire, mais qui ont eu le temps justement de réfléchir à des questions intéressantes et d'autres projets comme ça. Du côté de la recherche clinique aussi, il y a eu un ralentissement. On a suivi les patients qui étaient déjà impliqués, mais pour des nouveaux au CHUM, ça commence cette semaine, la reprise de nos activités régulières. Puis, ça vient en 2020, David en a parlé, en reparlera peut-être, Angela aussi, mais il se passe des choses intéressantes du côté de la neuroinflammation, donc les rôles du système immunitaire dans la SLA, alors qu'on ne réfléchit pas nécessairement à la SLA comme une maladie inflammatoire, plutôt comme une maladie dégénérative, mais on se rend compte que c'est un phénomène qui est non négligeable, et ce, à plusieurs endroits dans le névrax. Des chercheurs qui s'intéressent plus à la jonction neuromusculaire, comme Richard justement, et puis d'autres plus au niveau cérébral. Une autre grande avancée, c'est celle des antisens. Donc, c'est peut-être le domaine où on voit des percées plus récentes. Pour l'instant, ça s'adresse seulement aux patients qui ont des formes génétiques. Donc, ça peut être une des raisons en 2020 pour avoir un screening génétique, pour savoir si notre SLA est dû à une anomalie des gènes. On se rend compte en faisant des recherches sur des populations de patients SLA que plusieurs patients n'ont pas d'histoire familiale de SLA, mais qu'ils portent une mutation qui pourrait causer la maladie et ils deviennent ainsi éligibles à certaines formes de thérapie. Et puis, il y a des résultats très intéressants dans la forme SOD1 qui ont été présentés dans les dernières rencontres au Northeast ALS à la rencontre internationale en Australie en décembre avec des patients qui ont des arrêts de progression dans des formes très agressives. Donc, c'est pour ça que c'est important et on est prêt pour vos questions aussi. Voilà. Geneviève, est-ce que tu pourrais commenter aussi sur une des questions qui portait sur, qu'on avait reçues, qui portait sur l'accès aux essais cliniques pour des gens qui sont en région? Oui, bien, c'est ça. Donc, je suis maintenant, là, je vais mettre mon chapeau de co-directrice du Réseau canadien de recherche en SLA. Alors, on a 18 sites à travers le Canada. Au Québec, il y en a plusieurs. Montréal, Québec. Montréal, vous en avez deux, en fait. CHUM et Institut de neurologie. Il y a Dr Larue sur la Rive-Sud. Et maintenant, on a ajouté Sherbrooke avec Dr Sylvie Gosselin, qui est maintenant un site. Il y a deux sites également là, par l'entremise de Dr Gage qui sont ajoutés à l'île du Prince-Édouard et à Terre-Neuve, en fait, s'il y a des gens des Maritimes qui nous écoutent. Les protocoles de recherche sont de plus en plus aussi des designs qui vont essayer de simplifier l'évaluation de la vie plus facile en, par exemple, visite par téléphone ou télévisite. Il y a quelqu'un, malheureusement, là, qui a accroché quelque chose. OK, donc c'est ça, comme je disais, il y a des évaluations de recherche qui peuvent se faire de la maison, soit par des appareils qui mesurent les paramètres du patient, soit des tests qu'on fait soi-même à la maison. Donc, tout ça pour limiter les visites en personne. Et finalement, il faut toujours se rappeler les projets qui sont menés par des grandes compagnies ont souvent un budget prévu pour le voyage. En tout cas, nous, on vous en négocie. Donc, les moyens sont peut-être pas toujours simples, mais c'est des façons dont on peut, des façons par lesquelles on peut faciliter votre participation dans des essais cliniques. Richard, on t'entend pas, je te vois, mais...
Sorry, I mute my microphone and then I talk for it. It happens all the time. Merci. Alors, Angela, do you want to jump in and do you have something to share, some slides and sharing the screen? Yes, hi everyone. Je vais commencer, my slides are in English and I'm just going to run through the active trials. Pour nous, le neuro s'est ouvert pour toute la période de pandémie avec une situation spéciale comme l'Institut de cardiologie. So, nous allons continuer notre étude clinicale régulière et nous commençons avec une nouvelle étude depuis la dernière semaine ou deux. So, c'est important pour dans notre vie de la communauté de SLA, c'est important pour vous connaître. Nous, we are fighting to make sure that you don't stop getting access to care. Avec le télémédecine qui, avec Dr. Matt et le CHUM, c'est très efficace dans cette situation de pandémie et aussi avec le neuro qui nous continue à le visiter par téléphone et par personne. C'est important, vous connaissez tout l'effort international et c'est pour chercher pour traitement qui est plus efficace que maintenant. For those of you who may not know, let me see, can you see my screen, Richard? Okay. Yeah, it's good, Angela, we see it. Now, one more thing. For those of you who don't know, which is very, very important, Quebec was the first province to have Radicava or Edaravone available to everyone. What that means is that if you do not have already an application in for your Radicava to RAMQ, you should be looking to get that if you want to get this medication. Maintenant, c'est possible pour entrer tout essai clinique et continuer votre Relutek et votre Radicava. C'est très important, c'est pas nécessairement pour arrêter le Radicava ou le Riluzole. Et si vous voulez commencer un essai clinical qui est important pour votre vie. Pour le moment, nous avons quelques nouveaux traitements. Le traitement spécial qui Geneviève, Dr. Matt, introduit à vous, c'est très important parce que le traitement pour le SLA génétique, nous pensons, c'est plus efficace que tout autre traitement. So, pour nous dites à toutes les personnes qui visitent avec nous pour checker pour le problème génétique. Parce que le traitement, c'est très important. Je vais continuer maintenant avec with my slides. Et chaque essai clinical, c'est ouvert ou presque ouvert maintenant pour patients avec le SLA. Le team que le neuro est un team qui aussi donne the clinical trials in other diseases as well as ALS, but the ALS program is the one that I'm talking about now. But we do run trials in many other diseases, and the most important part of what we do is to help people be involved in clinical trials. We have a couple that do not involve treatments right now. And so for those, we are not recruiting patients. We are really focusing on trials like this one of this slide. C'est un type de médicament qui est un antibody monoclonal, c'est une injection ou une infusion. Cette étude, c'est une phase 1
Et c'est pour déterminer si cet traitement, c'est une bonne idée pour patients avec SLA. So it's a safety and tolerability study. We're looking to make sure it's safe. And then within a few months, we will be using it as a treatment. So the name of the medication is AP101, and it's given as an intravenous. We will know at the end of this particular trial how frequently we will need to give it in the future. It is actually for patients with a genetic form called SOD1. There is a second and really important trial for people who have SOD1 ALS. It is a trial from a company called Biogen. The name of the medication is tofersen. It is the first time that we have seen patients where we have had substantial important changes in patients in a clinical trial. And that includes all the trials that you read on the internet. So this trial is now almost done, but it is not completely done. There are still spaces open for people who have a new diagnosis of ALS with the gene of SOD1. This trial you will see reports of in important journals like the New England Journal of Medicine, and we hope that this trial will be finished by the end of this year. The drug, the medication, is given through a spinal puncture, a spinal tap, a lumbar puncture, and it is given every month. So patients have been coming every month to get their treatment, then they go home. There are no treatments in between. So we're looking forward to the results of this important trial. It is very much like a second trial, which I'll talk about in a minute, which is the one that Dr. Matt mentioned. There is a phase 3 trial that you may have heard of, and some of you may be on this trial. It is closed, it is done for new patients, and in August, we will know if the drug for this trial with levosimendan, which is a company is out of Europe, Orion. It was a pill that was meant to make the muscles contract better, particularly the diaphragm. And by August, we will know the results of this particular trial. So we're crossing our fingers. Patients who were in this trial are now rolling over to get the drug itself until we know the results. The other genetic trial, the other drug for genetic forms of ALS are for C9orf72. This is a gene that can give one of two types of neurologic disease. It can give ALS, and it can also give a very specific kind of dementia. It's not Alzheimer's, but it can look like Alzheimer's to some people. This particular trial is for patients only with ALS. Dr. Matt and I are both involved in this trial. We will be here at the Neuro. We have, I'm counting, 5 patients in this trial now, and we're looking to get a couple more in by the end of June. It is a very important trial. We are doing injections again via the lumbar puncture or spinal tap. And this, because it's a phase 1, it is being done to see what the best treatment frequency and dose is for patients with this genetic disease. Once this is done, we will then know how we are going to treat patients with C9orf72 moving forward. We would expect there to be another trial, a phase 3 trial starting in the next few months once this phase 1 trial is completed. If you are in a trial like this, and in this one in particular, once you finish the clinical trial, you then get to stay on the medication indefinitely for as long as we think it's helping you. So the second advantage to participating in these clinical trials is that you then get access to the treatment
before you can get it from RAMQ. Really important. There is another trial that has closed for new patients. We're waiting to see the results of a trial using another medication pill called arimoclomol. This will also finish by the end of this year. And so we will know if this drug is working in ALS. It is also being tried in a muscle disease called inclusion body myositis, or myocyte de corps inclusion, and it's another disease that can look a lot like ALS. So the drug is being tried in 2 different diseases. But there are some brand new trials which are available to anybody who has the diagnosis of ALS. It does not have to be a genetic form of ALS. Patients without a genetic form are eligible. And the one that we opened in the last 2 weeks is from a company called Alexion. It's a very specific kind of treatment that is directed at inflammation that may be causing at least partly sporadic ALS. So patients who are have been diagnosed with ALS, any kind of ALS, can reach out to one of the sites. We are one of the sites, in order to find out if they're eligible for this treatment. One of the nice things about this treatment is we give it only every 8 weeks. And as I said at the beginning, you can stay on your Radicava and your Riluzole while you're in this trial, and all the others I'll mention. Coming up very soon will be something that we have all been hoping for, an oral form of Radicava, a type of Radicava that you take by mouth, so you don't need to do the 14 days in a row of intravenous. The first step will be this trial that is starting, I believe, here in the next 2 weeks, in which both patients who are on IV Radicava and patients who have not had Radicava are both eligible to come into this trial to test whether oral edaravone is as good as IV edaravone. Once this study is done, there is coming a form of a trial using oral edaravone daily. And we expect to have that trial starting by the end of the year. Another trial that is going to be open in the next couple of weeks is one using Ibutylast, which is a drug that was developed for asthma and looks like it may have a benefit to patients with ALS. This trial should start in the next couple of weeks. The only difference from the previous ones is that you need to be on edaravone stably before you can go into this trial. So for those of you who are wondering what you can participate in, you can see from what Dr. Matt said and from what I have said, there are many opportunities. These are just the beginning of what we'll be doing this year. There are at least 3 more clinical trials coming to Quebec in the next 6 months, treating all different parts of what we think cause the disease. Several people have asked me, in fact, almost every patient who's on the internet or has a family member on the internet have asked me about a trial called Brainstorm, using a treatment called NurOwn. For those of you who are wondering, this trial is only in the US. It is not accepting any new patients, and the company expects to have some results by the end of December. Anything you read on the internet right now is not related to the formal program where the drug is actually being tested. So we do not yet know if NurOwn works. We are waiting for the results of the clinical trial, and we should have that in the early new year in 2021.
So that's one that people ask me about. And finally, the other one that people ask me about frequently is one from a company called Amylyx. It's a combination of two drugs. One is TUDCA, which is a kind of supplement. The bile acid of bears or some large animal. It's called TUDCA, T-U-D-C-A. And the second drug that is part of the Amylyx drug is Buphenol, or sodium phenylbutyrate. That trial was another trial that was done in the US. It has been done as a phase 2 trial, and we are waiting to see what the next steps are with that medication. That may take us another 3 or 4 months to find out. But I know that many people are reading about this particular trial. It was not set up as a trial to get approval of the drug, so we don't know what the next steps will be, but I am sure the CALS network, including with Genevieve as co-chair, will be involved in anything that we come up with long-term. So with that, I'm going to turn it back over to Richard. And Richard, you can just repeat everything I've said in French. Thank you, Angela. You did a good job. Thank you so much. Yes, donc peut-être ce que je ferais, c'est, I don't know where you actually stop with your good French and you switch to English. Il y a plusieurs, donc je pense que le message ici, c'est, vous voyez, tous les essais cliniques qui sont en route, qui sont soit au MNI, soit au CHUM ou aux deux cliniques, et dans d'autres cliniques québécoises aussi, comme Dr. Matt indiquait. Vous avez, bien sûr, ce qui emballe énormément la communauté SLA du côté clinique, mais aussi recherche, c'est l'utilisation de l'approche anti-sens. Alors, l'idée derrière l'antisens, c'est que chaque cellule, donc les neurones aussi, doivent produire des protéines pour fonctionner. Et il y a un code pour générer la protéine. Et l'approche anti-sens, donc il y a une lecture qui se fait de ce code-là, et l'approche anti-sens vient empêcher cette lecture-là. Donc, on empêche la mauvaise protéine d'être produite. Donc, l'essai clinique qui touche la protéine SOD1 en particulier, donc c'est le tofersen qui va être complété d'ici la fin de l'année. On devrait avoir les résultats au printemps, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça. C'est vraiment, comme Angela le disait, c'est c'est une des premières études où vraiment plusieurs critères montrent une efficacité qui est excellente, comme on n'a jamais vu dans aucune étude clinique à date. Comme Dr. Taylor mentionnait ce midi, donc il faut quand même rester prudent. Les données qu'on a vues sont basées sur des petites cohortes, mais l'étude est bien faite. L'étude est aussi suit la présence de biomarqueurs, donc des molécules qui, on sait, devraient être associées avec la présence de la SOD1. Donc, on est emballé, on est excité et ça devient une approche qui pourrait être utilisée pour d'autres mutations génétiques qui causent la SLA. Donc, il y a une étude présentement qui est un peu moins avancée. Il y a une étude clinique pour le C9. Elle est plus au début. C'est dans une phase où il faut vérifier la toxicité, les tolérances, etc. Mais le principe est le même. Et le principe étant que si on connaît la mutation et qu'on peut contrôler la synthèse de la protéine qui est fautive, on pourrait utiliser cette approche-là. Donc, il y a vraiment un enthousiasme dans la communauté par rapport à ça et c'est vraiment important. Il y a aussi donc d'autres études, donc le levosimendan qui sont en route, la forme orale d'edaravone ou Radicava, qui va être extrêmement importante, évidemment, si on peut d'avoir moins coûteux, puis aussi beaucoup moins lourd pour les gens qui reçoivent le traitement.
vous avez des approches aussi par anticorps, donc une étude clinique donc, qui commence bientôt, si j'ai bien compris, ou qui est en recrutement. L'idée, encore là, ben, c'est la protéine est fautive. Si je peux la neutraliser, ce qu'un anticorps peut faire, mais à ce moment-là, ça pourrait bénéficier aux patients. Évidemment, il y a toutes les questions sur les essais cliniques Brainstorm ou Neuron. Donc, c'est une technique qui est basée sur les cellules souches. Les cellules souches ne sont pas données pour remplacer les cellules mortes, comme les neurones qui auraient été détruits au cours de la maladie. Mais c'est vraiment pour fournir des facteurs trophiques et peut-être même avoir un impact au niveau inflammatoire, le contrôle de la réponse immunitaire. Je pense que c'est de... Les clés pour moi, Richard, et c'est pour personne comprenant, c'est dans Québec, nous avons quelques meilleurs essais cliniques de SLA dans le monde, dans tout le monde. Nous avons deux traitements pour le type de SLA de stade 1. Nous avons un traitement maintenant, un autre bientôt pour le C9, et nous avons 4 ou 5 nouveaux essais cliniques pour le SLA sporadique. Et chaque personne avec le SLA, c'est passé par parler avec Dr. Doyon, dans le Québec, Dr. Matt ou moi, pour déterminer quel est le meilleur traitement pour vous. Mais adresse pas votre Relutek ou le Edaravone, Radicava, parce que c'est pas nécessairement maintenant. Avant, oui, mais maintenant, c'est possible pour continuer votre Radicava et votre Relutek et commence dans un essai clinique. Ça, c'est très important pour le patient. Donc, c'est ça. Donc, c'est un point extrêmement important. Effectivement, les essais cliniques maintenant sont montés que vous n'avez pas à interrompre l'utilisation des médicaments actuels, donc Riluzole et Edaravone. Voilà, je pense que ça faisait le tour de ce que Angela avait mentionné. Je ne sais pas, Geneviève, est-ce que j'ai manqué quelque chose? Ou Dave, je pense que j'ai couvert. Mais si Geneviève, tu vas ajouter des trucs? Oui, une seconde, excuse-moi. Pour réaliser que Brainstorm, Neuron, les résultats vont être connus là, à la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Disons, ça dépend combien ils sont contents de leurs résultats, combien ça va être positif. Bon, en fait, là, je veux des sourires en coin, là, mais c'est parce que, bon, disons que Brainstorm a un département de marketing vraiment fort là, pour réfléchir à des noms comme Neuron et Brainstorm. Là, quand ça, le marketing est mieux ficelé que les données. Bon. Mais écoutez, il y a tout lieu d'avoir espoir, là, puis de voir les données, mais ça va être juste disponible à la fin de l'année. Merci, Geneviève. Puis également, je pense que ce qui est important aussi de réaliser dans la communauté, l'engouement ou l'enthousiasme autour des approches ciblées sur une mutation, donc qui sont prometteuses pour les formes familiales, donc avec une base génétique connue, avec une mutation génétique connue, force la donne et les gens réfléchissent de plus en plus et de manière beaucoup plus large sur des approches qui vont toucher toutes les formes de SLA, donc les formes sporadiques. Et donc, les essais cliniques, comme par exemple l'éraclomol, I can never pronounce that drug properly. Cette drogue-là, je vais y revenir, ben, ça touche des mécanismes fondamentaux et ça touche donc pas nécessairement les formes génétiques. Et donc, il y a vraiment le système amène les chercheurs à vraiment réfléchir, les cliniciens à réfléchir sur d'autres approches qui ne sont pas dépendantes d'une mutation génétique. Et donc, ça aussi, c'est très, très, très important. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à ce moment ici?
Ça va, je pense qu'on a couvert. Donc, si vous permettez, donc merci à vous deux pour ce tour d'horizon. Et comme vous pouvez voir, bien, effectivement, plusieurs de ces essais cliniques-là sont encore ouverts, donc il y a encore des recrutements qui se font. Et il y a des nouvelles études cliniques qui vont s'enclencher bientôt. Donc, c'est vraiment extrêmement important de rester en contact et de voir si comment vous pourriez participer et rester au fait des résultats qui s'en viennent. Voilà, donc je pense que je passerai. Il y a plusieurs questions qui sont apparues sur la conversation, donc on va faire comme j'ai dit tout à l'heure, on va les prendre à la fin. Donc, pour le moment, je céderai la parole au docteur David Taylor, donc qui est vice-président recherche à SLA Canada. Et la recherche sur la SLA au Canada, mais c'est SLA Canada qui en est le parrain, le mentor et qui coordonne les activités de recherche avec des panels d'évaluation internationaux, etc. Donc, de très haute qualité. Et évidemment, ben, on a été affectés comme tout le monde par la COVID. On a dû quitter nos labos. Mais un peu comme Dr. Matt disait, ben, nous, on n'a pas arrêté de travailler quand même. Il y avait quelqu'un même dans mon labo, il y a un projet qui a continué pendant la pandémie. Donc, on est à pied d'œuvre. Et donc, voir un peu avec Dr. Taylor où est-ce qu'on en est et ce qui s'en vient. Alors, Dave, please, if you could Sure. jump in. Thank you so much. Sure. Je vais parler en anglais aussi. Désolé, mon français n'est pas bien. But I just wanted to, first of all, the most important thing is to say a gros merci for all that you are doing to help support research across the country, specifically with the virtual walk to end ALS this weekend. It's in a very exciting year. We are apart, but we can come together on the fact that we will have 40% of the funds raised this year across the country by Brain Canada matched. So that's an amazing thing. So for every one of those dollars that goes towards 40% of the funds, we will have a match for that. I'll very quickly just highlight a few things about where the basic research, the laboratory research side is at. You've heard about where it is with clinical trials. It is more exciting than it ever has been before in terms of so many phase 3 clinical trials nearing the end that we're going to get answers on. So many new things in the pipeline that we're going to start to learn about. But what's even crazier is that a lot of those treatments are actually not even ALS specific treatments because we still are learning about what's happening with the disease itself in the body. And so the research funds that you've raised over the years and the ones that you continue to raise are allowing us to understand at a molecular level what's happening with ALS. And it's going to be the future treatments that are going to be specific to this disease. Now, the ones that were mentioned by Dr. Matt and Dr. Genge about the antisense oligonucleotides, SOD1, C9orf72, these are specific ALS treatments, and that's very exciting. And we are at a point now in ALS research where we're getting very close to having those very targeted treatments in a much greater capacity, many more of them. And I think if I were to just give a quick analogy to help you understand where we really feel we are in ALS research, I started this role after being an ALS researcher in the lab just about 8 years ago. And if I were to talk to myself now, 8 years ago, and to sit down with myself and tell us what we've learned, what we know in just 8 years, and the technology we have now, my mind would be blown. It would be so hard to be able to fathom how far we've come in such a short time. And you have pretty much some of the most pessimistic clinicians and researchers over the years who really believe we are getting to a point where we're going to understand ALS. It's very complex, but we are getting there, and that's due to all of your support, and we're very excited about that. So it is a very exciting time for basic research. And I will say one other thing, like the clinical side and the fact that COVID-19 has not stopped us in terms of clinical research, basic research hasn't stopped either. And we are adapting very quickly to the virtual world. Researchers spent a lot of time analyzing their data,
They collaborated online. There was a lot of interaction between different labs to try to understand how they could understand the disease better together. And so these past few months have not been wasted. In fact, I would say they may have provided a unique opportunity to learn more about the disease that is making researchers now go back into the labs in socially distanced ways with an even added sense of knowledge of where they want to go next. Instead of just doing experiment after experiment, they now have spent some time thinking about what they want to do to really get to some key answers. So I'm actually so excited about where we're at, and excited about this weekend's national walk and what we can do moving forward in this country and globally to try to end ALS as quickly as possible. And I'll leave it at that because I tend to talk too much. So yeah, questions are good. Thank you so much, Dave. So, je vais essayer de traduire, de résumer un peu les propos du Dr. Taylor. Donc, effectivement, comme vous avez pu voir dans les essais cliniques, il y a je le répète, cet engouement de la communauté. Mais vous avez remarqué aussi, il y a plusieurs de ces drogues-là qui, comme par exemple les Daravones, étaient vraiment pas ciblées pour la SLA au départ. Mais dans l'analyse des données, les gens ont pu voir qu'il y avait un impact positif et ça a été exploité. Donc, l'idée, et c'est là où la recherche devient extrêmement importante, c'est que, oui, évidemment, c'est d'aller chercher à pouvoir ralentir et même arrêter cette maladie-là, la guérir. Mais éventuellement, la recherche doit continuer d'abord pour trouver d'autres approches parce que c'est très complexe, mais en même temps pour essayer de mieux comprendre quels sont les mécanismes derrière ça pour voir, par exemple, on parlait Dr. Matt l'a mentionné à quelques reprises, l'aspect neuro-inflammatoire, donc les réactions inflammatoires qui se produisent, la synthèse de protéines, etc. Donc, la recherche est extrêmement importante pour comprendre, mais aussi de trouver de nouvelles avenues. Et effectivement, je fais de la recherche à celle-là depuis à peu près 8 ans, 9 ans maintenant, et c'est phénoménal ce qui s'est produit depuis les 5 dernières années, ça en est étourdissant. Et donc ça, c'est la recherche qui est derrière ça. Et effectivement, pendant la COVID, peut-être que c'était un mal pour un bien, mais effectivement, on a dû s'asseoir et réfléchir davantage. Et juste pour vous, par exemple, je vais prendre un exemple où je suis impliqué directement, mais on a pu établir une collaboration avec une chercheure à Bruxelles pendant cette période-là parce qu'on s'est assis, on avait une opportunité et on a fait une demande de subvention pendant cette période-là. Est-ce qu'on l'aurait fait pareil? Probablement. Est-ce qu'elle aurait été aussi bonne? Pas sûr, parce que là, on avait le temps vraiment de s'asseoir et de réfléchir. Et donc, même si les activités en laboratoire ont ralenti, le cheminement, lui, n'a pas ralenti. Et derrière ça, bien sûr, ce que ALS Canada a réussi à faire au cours des années, ce qui est extrêmement important, c'est que tous les fonds qui sont ramassés au cours des marches, bien évidemment, il y a 40% qui s'en va à la recherche automatiquement, et il y a un partenariat avec Brain Canada pour avoir un montant équivalent qui est subventionné. Donc, on double essentiellement les fonds de recherche avec ce partenariat, ce qui est extrêmement important. Donc, vous voyez, on est à pied d'œuvre et les choses bougent quand même très, très vite. Et on a tous très, très hâte de voir les résultats des essais cliniques bientôt parce que c'est là où ça se passe et je pense qu'on va pouvoir envoyer des signaux très, très forts à nos décideurs, à la gente politique pour voir qu'effectivement, avec des résultats extrêmement positifs qui s'en viennent, on l'espère, on va être capable de les convaincre davantage d'augmenter le financement pour la recherche sur la SLA parce que ça vaut la peine. Parce qu'effectivement, il y a quelques années, on se faisait dire « so what? Pourquoi on fait ça? De toute façon, ça ne sert à rien » à bientôt avoir des traitements qui sont extrêmement efficaces. Donc, renforcer notre message, et ça, c'est vous, ça va être vous les porteurs de ce message-là, pour parler à nos députés, à nos décideurs, pour dire, écoutez, il y a du beau travail qui se fait, il y a des traitements qui s'en viennent, des traitements qui sont là, et vous devez aider la recherche et les essais cliniques pour aller plus vite, pour vraiment aider la communauté SLA. Donc, c'est un résumé élargi. Sorry, Dave, I expanded a little bit, but I think the message was there. Donc, écoutez, il est déjà 6h moins 10.
Si vous voulez, on pourrait peut-être passer aux questions. Il y en a quelques-unes qui ont été donc formulées dans la conversation. Bougez pas que je me retrouve. OK. Donc, une première question de M. Norm McIsaac. Hi Norm, how are you doing? I hope you're well. Essentiellement, c'est dans l'essai clinique. Une fois que l'essai clinique est terminé, est-ce que c'est possible de continuer à avoir le traitement une fois que l'étude est terminée? Et comment on s'assure de pouvoir avoir accès à ça? Oui. Donc, Geneviève, peut-être Dr. Matt et Dr. Ganch. Bien, habituellement, c'est pas dans toutes les recherches où ça va, des projets où ça va arriver, mais souvent, on prévoit une phase ouverte, en quelque sorte, là, permettre au plus de patients possible de bénéficier de l'étude, mais du médicament, s'il y en a un bénéfice, mais de quand même avoir des données là, qui vont montrer l'efficacité. Donc, à la fin de l'étude, on offre aux patients, si le commanditaire de l'étude a prévu ça, on offre aux patients de continuer dans ce qu'on appelle une phase ouverte. Donc, habituellement, tous les patients qui ont participé peuvent recevoir le médicament. Et on fait encore une collecte de données là, sur l'évolution clinique, les paramètres de sécurité, bien sûr, parce que plus on expose de gens, plus on pourrait voir d'effets secondaires ou et puis, cette deuxième phase ouverte-là continue là, habituellement jusqu'à ce que les résultats finaux soient publiés, surtout s'ils sont positifs, puis même après. Parfois, on a vu dans un médicament, là, le tirasemtiv, la phase ouverte a continué même si les résultats étaient négatifs, somme toute, et des patients qui montraient clairement un effet positif du médicament et qui le toléraient bien, on continue à recevoir ce médicament-là malgré que l'effet ne soit pas évident sur un grand nombre de patients. Angela, do you want to add anything? Yeah, so now we try to obligate all pharma to put in an open label extension to every trial from phase 1 on. The one time when an open label extension stops is if there is a safety signal, which means that the drug, something has shown up in the course of the trial that suggests that there are side effects to the drug that may be important and we may not want to continue ALS patients on the drug, or if the results of the trial are negative and the company does not want to make any more of the drug. Because these drugs are not made for pharmacies. They're made just the amount you need for the clinical trial. They don't make extra. It's not like getting an antibiotic at Jean Coutu. They only make enough for the projects they are running. Therefore, there are exceptions, but we are now internationally obligating all biotech and pharma to include open label extension in their trials. And although we've been very successful with phase 2 and phase 3 trials, and we're getting there with phase 1. Thank you, Ajam. Thank you, Dr. Ganch. Donc, essentiellement, je pense que dans les essais cliniques, il y a une pression, et ce n'est pas juste au Canada, c'est au niveau international, pour que tous les essais cliniques, maintenant, que la compagnie qui pilote l'essai clinique prévoit suffisamment de composés de drogue pour pouvoir continuer sur dans une version ouverte, où donc là, le patient sait qu'il reçoit le traitement, la drogue en question. Donc, c'est pas systématique, mais la pression est très forte et de plus en plus, c'est comme ça. Donc, l'idée, c'est de justement permettre de continuer sur le traitement en autant qu'il n'y a pas d'effet adverse et qu'il y a un signe que le résultat est positif. Une autre question, on a souvent ce genre de questions-là aussi, ça revient beaucoup dans les essais cliniques, c'est
pour essayer d'optimiser les essais cliniques. Que quelqu'un, un patient rentre dans un essai clinique, mais qu'il a 50% de chance d'avoir un placebo plutôt que le traitement. Donc, je pense que ça fait appel aux nouvelles approches là, d'essais cliniques sur les plateformes. Je ne sais pas qui voudrait répondre à ça. Est-ce que Dave, you want to comment? Oui, je Geneviève, pense que non? ben, Dave a souvent une bonne réponse à ça. Disons que c'est vraiment un calcul de statistiques, là. Donc, la biostatistique, en gros, c'est de démontrer que 1 est différent de 2. Je dois dire que je commence à avoir pris assez de cours de statistiques là, pour savoir que je ne peux pas faire ça toute seule. Mais en effet, là, il y a les designs avec des groupes 2 pour 1 ou plusieurs doses sont intéressants. So David, maybe you want to comment on platform trials and ways in which we can improve, improve the ratios of being on treatment for patients. I mean, essentially, if you have multiple parallel substances or treatments that are being tested alongside each other, you can use the placebo from each one of them pooled together to compare to any single one. So with the platform trial design, the idea is that you enter the trial, you get randomized to one particular drug on the trial, and then your chances of being on that the experimental therapeutic versus the placebo is higher, and the placebo overall is a lower percentage of the people total participants. So that's one of the aspects that's good about the platform trial, and we're hopeful that there will be a strong enough statistics to come out of that to understand whether something either works or needs to move to another trial. So they're an exciting thing, and there are a couple of them that are starting, and I think in Canada, you know, it's an ongoing discussion about how we might connect. And there are positives and there are also negatives, I think, to joining a platform trial in Canada that both can have benefits. So mindful of time, I'll stop talking, but we can certainly continue on that line, or Dr. Genge could also. Angela, do you want to add anything, or I could summarize in French what Dr. Taylor just said. So le type de, I'll try. Le type d'essai clinique plateforme, c'est un mot, mais c'est 3 ou 4 types d'essais cliniques. Le platform trial des États-Unis, c'est différent de la platform trial de Scotland, de la platform trial de Europe. OK? So, le bénéfice, c'est le même que Dr. Matt explique juste maintenant. La difficulté pour le plateforme, pour l'essai de plateforme, et le patient fait aucun choix de quelle quelle arme de la plateforme et l'arme pour le patient là. So, ça diminue le choix de la patient, ça diminue le choix de le docteur et ça diminue le choix de le biotech qui contrôle le médicament. Tout le contrôle, c'est dans la personne qui développe la plateforme. So, c'est un peu diminuer notre degré d'influence de le choix de le traitement. Mais l'avantage, c'est diminuer la personne avec placebo. Mais la personne qui développe la plateforme contrôle tout. C'est pas possible pour dire je veux dans la plateforme, mais avec le médicament de la campagne 1. Non, c'est pas possible. Quand vous écrivez votre signature pour la plateforme, le contrôle de
quel traitement vous avez, c'est dans les mains de la personne qui contrôle le essai clinique. So, maintenant, nous avons 4 ou 5 nouveaux essais cliniques dans Québec. Entre le neurologue et le patient, nous va décider quel est le meilleur pour le patient. Avec une plateforme, vous parlez avec votre docteur, votre neurologue, et le neurologue vous êtes agréable, vous entrez la plateforme, mais une personne dans une autre place détermine quel est votre traitement ou placebo. So there's less control at many levels. Merci pour la précision. Donc, c'est avantageux pour le ratio placebo versus traitement. Par contre, vous perdez le contrôle sur le traitement que vous recevez et la gestion de ça par rapport au clinicien. Donc, merci pour cette précision. Une autre question, on va rester... bougez pas que je regarde. Ah oui, donc ça, c'est une question très fondamentale, à la limite philosophique, mais extrêmement importante. La recherche, bien sûr, est faite pour le futur. Donc, parce que la recherche prend du temps, des années. Donc, effectivement, ce qu'on discute maintenant sera applicable pour les gens qui seront diagnostiqués pour la SLA dans 1 an, 2 ans, 5 ans. Est-ce qu'on ne devrait pas, à la place, supporter une recherche qui serait applicable maintenant pour les gens qui sont présentement touchés par la SLA? Donc, peut-être, je ne sais pas, les cliniciens d'abord et peut-être Dave. Essentially, Dave, the question is, we're funding research to help people that will actually be diagnosed in a few years. That's the essence of the research process. Shouldn't we be funding research that actually is applicable right now? It's a great question and a very difficult one to give a satisfying answer to. So I would say there are a couple things here. First, we don't understand ALS fully. So what is in clinical trial right now, except for perhaps some of those ASO treatments that were talked about, are probably not going to be things that we expect will completely slow down ALS or stop ALS. These will be things that we hope will have some effect. We do need to get to that day when we can really hone in and get to a place where people can no longer have the disease, can live very well with the disease for a very long time. And unfortunately, it's very complex disease at our cellular level. So the reason why we put most of the funds that we have towards that early stage research is because if we don't do that, we will never get to those. And if we were to put the money towards a specific clinical trial now, number one, the amount of funds that we're able to raise would have a very small impact on the overall clinical trial realm or field of the disease. We would probably have to pick 1 or 2 that we would choose. And if we were wrong in what we chose, then we have to explain why we've set research back even farther, because we've only, as a community, invested in things that might work a little bit now. And so that's why we really rely on industry, who has a lot of money to run the multi-million-dollar clinical trials and push something across the finish line. And societies like ALS Canada, the National Research Program, ALS Association, have the kind of funds that will help us build that pipeline for industry to catch and to move across the finish line. Because those trials are very, very expensive. And really, we would be choosing one and hoping that it worked, and the likelihood that something would work fully enough to be satisfying for the future and for now even is low, unfortunately. We have a very low success rate to date with ALS clinical trials. So it is a tough answer to give.
And it's not a great answer. But the idea is that we really want to get to the answers for a future without ALS as fast as possible. And the global ALS research community believes this is the best way to do that. Mm. So, Dr. Matt, Dr. Genge, anything to add on this? And I'll try to summarize after in French. Ben, c'est sûr que moi, ce que j'ajouterais à ça, c'est aller plus vite. Oui, on veut tous ça, mais quelle cible au juste? Comme David disait, on ne comprend pas toujours bien tous les aspects de la SLA. Et puis ensuite, même si on a identifié une cible, ben, c'est voir les molécules qu'on a, est-ce qu'elles ont un effet biologique significatif avant d'exposer des patients à des risques. Il faut savoir que, par exemple, SLA Canada a financé des initiatives des chercheurs qui ont mené dans des délais quand même assez courts à des essais cliniques. Si on parle du Pimozide, par exemple, avec les essais faits au CHUM par Dr. Alex Parker et Pierre Drapeau sur des vers et des poissons zèbres, c'est avec ces plateformes de tests-là qu'on a pu qui avaient différentes propriétés qu'on a pensé qu'ils pouvaient agir sur des cibles atteintes en SLA. Donc, on voit là, quand le moment où on a trouvé ces signes-là, 2011-2012, puis l'essai clinique qui a commencé en 2017, c'était quand même 6 ans, ce qui est un peu plus vite que beaucoup d'essais cliniques dans l'industrie. Angela, do you want to add anything? So, I am an optimist. Nous avons le premier traitement, 90, what was it? 98 probablement, le premier. Nous avons le deuxième jusqu'à l'année dernière. Et c'est possible, nous avons le troisième jusqu'à l'année prochaine. So nous avons, c'est beaucoup de recherches depuis Riliotech et commence comme un traitement. Mais pour moi, l'évidence de traitement efficace est plus vite maintenant. Nous avons une possibilité de la ASO qui Geneviève commence à parler, le tofersen est efficace dans SOD1. So, avec un an, nous avons probablement 15 traitements différents dans tout le monde dans patients nouveaux. So, nous avons un change qui est un gros changement dans une maladie comme le SLA. So, avant, c'est une étude par année, une étude par 2 ans. Maintenant, c'est 15 nouveaux. 15 nouveaux et 60 nouveaux traitements en général dans le développement pour SLA. Et chaque mois, c'est nouveau encore. So, pour moi, je suis un optimiste et avec le changement dans notre approchement, nous continuons le Riliotech et le Radicava et nous commençons nouveaux traitements un après l'autre. Je suis un optimiste. Nous allons changer la situation bientôt. Merci, Dr. Genge. Donc, je pense essentiellement, Dr. Mac, Dr. Genge ont possiblement résumé les commentaires de Dr. Taylor, mais essentiellement, la SLA est une maladie extrêmement complexe. De choisir une étude clinique en particulier présente quand même des risques importants. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est la bonne cible? Aussi, je pense qu'il faut être réaliste par rapport aux ressources qui sont disponibles pour la recherche. Une étude clinique est extrêmement dispendieuse. Donc, on limiterait la recherche sur la découverte. Et Dr. Matt l'a bien souligné, il y a plusieurs découvertes récentes au Canada. Donc, Pimozide, dont je faisais partie de l'étude, ce qui se passe dans mon labo, dans les laboratoires du Dr. Van de Velde et autres chercheurs au Québec, au Canada, Dr. Cashman et autres, là, je ne peux pas tous les nommer.
ont amené des percées extrêmement importantes et des développements extrêmement rapides. Donc, étant donné la diversité, la complexité de la maladie, on a besoin de faire ce genre d'approche-là. Puis oui, malheureusement, ça amène ces délais. Donc, comme Dr. Taylor disait, ben, désolé pour la réponse, c'est une mauvaise réponse, mais on a comme pas le choix d'y aller de cette façon pour le moment. Mais effectivement, Dr. Gantz a tout à fait raison, ça va extrêmement vite et ça va beaucoup plus vite. Et donc, on se rapproche de plus en plus de ces objectifs-là. Attends, je repasse mes... ah oui. Donc, les avancées pour la SLA, est-ce que ces avancées-là peuvent toucher aussi d'autres maladies qui sont cousines